Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le débrief du Tour de France au global. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les performances des membres du top 10 du classement général au terme de ces 3 semaines de course. 3 très belles semaines qu'on aura eues. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Je vais commencer par Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, puis on va descendre gentiment jusqu'à la 10e place de Jordan Gégat. Et j'aurai également un petit mot pour mes favoris au départ de ce tour qui auront quitté la course pour diverses raisons. Je vais parler là de Mathias Kienmose, de Carlos Rodriguez, d'Henrik Mas, de Joao Almeida et bien sûr de Remco Evenepoel. Allez, on commence ce débrief avec Tadej Pogacar, très grand vainqueur de ce Tour de France 2025. En termes de pronostics, c'était mon grand favori au départ de ce Tour de France. Je le voyais remporter cette édition sans particulièrement dominer Jonas Vingegaard. C'était le duel attendu, bien évidemment, puisque ça fait 4 ans que ces deux gars-là trustent les 2 premières places du Tour. Et dans le duel Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, à la fin de ce Tour de France, si on se retourne sur les performances de l'un et de l'autre, on ne peut que constater que Pogacar a tué le Tour de France à 2 endroits. Sur l'étape d'Otakam, bien sûr, la 12e étape, la première étape pyrénéenne où il a mis un monde avec Jonas Vingegaard, 2 minutes 10. Et également peut-être déjà sur la 5e étape, le chrono de Caen, où il a pris un avantage d'1 minute 5 secondes sur Jonas Vingegaard. À la fin de ce Tour de France, ça fait 4,24 d'écart. Et donc, la différence entre Pogacar et Vingegaard s'est fait tout simplement sur la régularité hors du commun de Pogacar sur cette édition 2025. Si on regarde un petit peu plus dans le détail ses performances sur ces 3 semaines, ça fait quand même 4 victoires d'étape, 4 deuxièmes places et 5 places de 3 à 10. Ouais, ça fait près de 13 étapes dans les 10. Et dans l'ensemble, on peut tout simplement dire que Tadej Pogacar n'aura connu aucun jour sans sur cette édition. Jour sans qu'aura attendu et essayé de provoquer Visma tout au long des 3 semaines, mais sans succès. Alors, dans l'attitude de Pogacar au global, il a été très prudent en première semaine, très loin de sa façon de courir habituelle. Il s'est bien gardé de faire trop d'efforts. Il a attendu gentiment les Pyrénées. Là, sur la première étape des Pyrénées, il a pulvérisé ses adversaires, Vingegaard compris. À partir de là, il avait près de 3 minutes d'avance au général. Le lendemain, sur le chrono de Peragu, il a encore récupéré une quarantaine de secondes d'avance sur Vingegaard. Et après, ça a été défense totale, passer l'étape de Peragude. Ça a été la défense sur l'étape de Super-Bagnères. Et puis surtout, après, ça a été la défense au Mont Ventoux, là où je pensais qu'il voulait absolument jouer l'étape, et dans les Alpes. D'ailleurs, cette défense de Pogacar en 3e semaine, ça a amené beaucoup de questions de la part des suiveurs. Certains se sont demandé s'il boudait, pour X raisons, s'il n'avait peut-être plus faim, s'il s'ennuyait même sur ce Tour de France. Bon, moi j'ai tendance à penser qu'il a été un petit peu malade en fin de 2e semaine, à la sortie des Pyrénées, qu'il y a eu la fatigue aussi, très logiquement. Tout Pogacar qu'il est, vu le Tour de France que les coureurs se sont tapés, c'était très logique qu'en fin de tour, et notamment dans les Alpes, qu'il soit totalement cramé. Je pense aussi qu'il a été un petit peu saoulé par l'attitude des Visma à son endroit, qui ont essayé de l'attaquer à des endroits particuliers, qui l'auront attaqué, notamment sur l'étape de Gier-Normandie, pour qu'il puisse conserver son maillot jaune. Voilà, ça c'est un ensemble de choses qui, je pense, l'ont amené à petit avoir envie que le Tour de France se termine rapidement. Et puis surtout, il faut qu'on parle de l'attitude de Vingegaard sur l'étape de la Plaine, qui, je pense, a fini de le saouler définitivement sur ce Tour de France. Si on ajoute à ça les protocoles, où tous les soirs il doit être au podium, puis après il y a la petite conférence de presse. Donc, en gros, il termine son étape, on lui pose des questions dès qu'il est sorti du podium. Une fois que le podium s'est fait, il va à la conférence de presse où on lui pose des questions personnellement que je trouve extrêmement nul, du style bah alors, vous n'aviez pas envie de gagner aujourd'hui ?» Ou alors après, je prends aussi un autre exemple, celle après l'étape du Ventoux, Valentin Paré-Pinte s'est imposé, où on le dit texto « Ah, merci d'avoir laissé un Français s'imposer ». Et puis la pire des questions, surtout, ça a été celle après l'étape de la Plaine où il aura eu Vingegaard dans sa roue tout du long. Et on lui demande s'il s'ennuie sur ce Tour de France, alors que le mec vient quand même de s'enquiller une étape de 5500 mètres de dénivelé et une autre étape sous la flotte où il a eu la pression du Danois sur toute l'ascension de la Plaine. Oui, je pense que les questions n'ont pas aidé Pogacar à ce qu'il se sente bien sur ce Tour de France. Donc oui, il est apparu très blasé au terme de ce Tour de France, mais je pense pas blasé du tout de la course et du Tour de France au général, mais blasé de l'environnement, des médias et du public également, parce qu'il faut qu'on revienne un petit peu sur ce sujet-là. Les performances de Pogacar, très logiquement, étonnent énormément des suiveurs, donc la question du dopage est rebattue sans cesse, c'est normal, c'est classique, c'est ce qui se passe à chaque Tour de France, à chaque compétition. Il
Il faut dire que Pogačar brille de février à octobre, écrase la concurrence dans tous les domaines. Donc oui, à chaque mois de juillet, le vainqueur du Tour de France est touché par un petit peu le tribunal public. Donc ça a été très dur, hein, quand tes performances sont remises en question H24. Ça, je comprends que ça allait un petit peu blaser. C'est normal, c'est le jeu, hein, il suffit de revenir 2 ans en arrière. C'était pas Pogačar qui était pointé du doigt, c'était Jonas Vingegaard après son chrono de Combloux. C'est comme ça, mais je pense que ça l'a particulièrement affecté. Sur la suite de sa saison, je m'étais posé la question, est-ce qu'on le verra au départ de la Vuelta? Bon, la question a été répondue hier, puisque non, il n'y sera pas. Et c'est somme toute assez logique quand on voit l'ensemble de sa saison. Déjà, il a commencé au mois de février avec le Tour UAE. Il a enchaîné avec 7 très grandes classiques, Strade Bianche, Milan-San Remo, Flandrienne, Ardennaise, avant de se taper un Dauphiné quand même très conséquent avant le départ du Tour. Tout Pogačar qu'il est, je l'avais pointé l'hiver dernier, c'était un programme qui était très conséquent. Dans l'idée, après le Tour de France, c'était d'enchaîner avec la Vuelta, mais je pense que c'était une très mauvaise idée. On a vu qu'à la fin du Tour de France, le garçon avait besoin de repos. Désormais, il va se tourner vers les classiques canadiennes et puis la préparation des championnats du monde. C'était le plus logique, même s'il n'a pas beaucoup couru jusqu'à présent, 43 jours de course pour Pogačar. Il faut quand même considérer qu'il est sur le pont depuis février, donc c'est tout à fait normal que sur le mois d'août, le garçon ait besoin de se relâcher. Voilà pour le débrief du Tour de France de Pogačar. Concernant Vingegaard, je l'avais pronostiqué deuxième au départ de ce tour. Je l'avais attendu à un excellent niveau, peut-être plus proche que ça sur Tour de France, mais si on regarde dans le détail le Tour de France de Jonas Vingegaard, là encore, il a perdu le Tour à 2 endroits. Le chrono de la 5e étape, véritable contre-performance que on ne sait pas expliquer au soir de ce Tour de France. Je pensais personnellement qu'il était malade après sa contre-performance. Pas du tout, c'est même allé plutôt bien. L'étape d'Hautacam, en revanche, était une catastrophe. Là, il a pris très cher vis-à-vis de Pogačar. En plus, il est monté moins vite que sur son ascension d'Hautacam sur le Tour de France 2022. Donc voilà, 2 contre-performances qui font que Vingegaard perd ce Tour de France. Au global, il repart avec 0 victoire d'étape, pas de classement distinctif, pas de maillot à poids, et c'est une première depuis 2021. Et on peut le dire, c'est une régression pour Jonas Vingegaard. C'est une régression au global, d'autant plus que cette année, entre guillemets, il n'a pas l'excuse de sa chute de l'an dernier au Tour du Pays Basque. Sa saison n'est pas bonne pour l'instant. 2 victoires à son actif, 2 acquises au mois de février sur le Tour d'Algarve. Paris-Nice, qu'il a quitté la queue entre les jambes. Enfin, je dis ça, c'est assez cruel de ma part, non, il a été blessé sévèrement, il a eu une commotion cérébrale, donc il s'est retiré. Après, on ne l'a plus vu jusqu'au Dauphiné. Et on peut quand même se poser la question, est-ce que ces 2 contre-performances qu'il a eues sur ce Tour de France ne sont pas issues d'un manque de jours de course qu'il aura eu depuis la fin du Tour de France de l'année dernière et surtout en ce début de saison? Si on prend soir du Tour de France 2024, départ du Tour de France 2025, Vingegaard a couru 5 jours en Algarve, 5 jours à Paris-Nice, 8 jours au Dauphiné. Ça fait 18 jours de course en un peu moins d'1 an. C'est ridicule, c'est rien du tout, et je pense que ce volume de course l'aura peut-être privé d'une certaine régularité sur ce Tour de France. Bien, au-delà de ça, ce qui m'a déçu chez Vingegaard sur ce Tour de France, c'est pas au niveau physique, parce que en vrai, en dehors de ces 2 mauvais jours, il aura été très très fort. Si vous prenez les Alpes, l'ascension de la Madeleine, le Mont Ventoux, c'est quand même lui qui fait en sorte que Pogačar prenne le nouveau record de l'ascension du Ventoux. C'est pas le physique qui m'a déçu, c'est plus l'attitude. Je vais pas parler de Visma ici, mais plus du bonhomme en particulier. Si je prends l'exemple de la 10e étape du 14 juillet au Mont d'Or, son équipe avait essayé de mettre à mal Pogačar, tout le monde avait joué le jeu, des Tiege Benoît, des Sepp Kuss, des Matteo Jorgensen et j'en passe, et à aucun moment Vingegaard n'avait participé à mettre la pression sur Pogačar. Ça m'avait particulièrement agacé, surtout que Jorgensen hypothéquait grandement ses chances au général pour Vingegaard. Mais derrière, ce qui m'a un petit peu plus agacé encore, ça a été son attitude dans les Alpes. On a eu un garçon qui s'est pointé au départ de la 3e semaine en disant « Je suis prêt à tout perdre pour essayer de mettre Pogačar en difficulté ». Oui, il aura essayé une fois dans la Madeleine et c'était extrêmement bien à 70 km de l'arrivée. Sauf que lorsqu'on est arrivé dans la vallée entre la Madeleine et la Lose, là, ça a été Jorgensen repart à l'avant, moi je reste derrière.
Dans la Lose, rien du tout, une attaque à 2 km du sommet. Et le lendemain, cette ascension de la plaine qui m'aura particulièrement agacé, que je n'ai pas pu débriefer pour diverses raisons. Mais cette ascension de la plaine où il suce la roue de Tadej Pogačar pendant près de 15 km ne revient donc pas sur Thymen Arensman qui s'impose et après en interview dit « Oh, j'aurais bien aimé gagner cette étape ». Quand on veut vraiment gagner une étape, on fait tout pour pouvoir la gagner. Et même si Tadej Pogačar est le plus fort de ce Tour de France, ça ne doit pas s'arrêter sur le fait qu'il faille sucer la roue de Pogačar de A à Z pour espérer s'imposer. Il faut avoir un peu de caractère, il faut savoir se mettre en danger à certains moments pour espérer pour remporter une victoire d'étape. Donc, l'attitude de Vingegaard, je ne l'ai pas trouvée bonne. Et ça répond à un truc tout con sur Vingegaard, c'est qu'il ne sait pas courir au feeling. Et surtout, il ne sait pas courir au feeling lorsqu'il est contre Tadej Pogačar. Je pense qu'il fait quelque part un complexe d'infériorité par rapport aux Slovènes, parce que lorsqu'on regarde l'attitude d'un Vingegaard sur n'importe quelle autre course où n'est pas Pogačar, il court naturellement au feeling, il attaque, il prend des risques, et c'est souvent dans ces moments-là qu'il est le meilleur. Lorsqu'il est sur le Tour de France contre Pogačar, on le sent vraiment sur la retenue, il ne lâche pas la roue du Slovène, et il s'exprime que très rarement. Quand il le fait, c'est toujours très bon, hein. Vous prenez le Mont Ventoux, l'ascension de la Madeleine, c'est très bien ce qu'il fait, mais il ne va jamais au bout des choses, et surtout il ne le fait pas jour après jour. Bien sûr que c'est important de vouloir mettre la pression sur Tadej Pogačar, mais il faut aller au bout du projet, ok? Il ne faut pas s'arrêter en milieu d'étape en se disant « Ah, j'ai pas réussi, je réessayerai le lendemain ». À force de faire ça, Vingegaard escamote des étapes. Et ouais, et puis quand on arrive à ce point où il se dit je vais absolument chercher une étape, mais par contre, je vais rien faire pour revenir sur Thymen Arensman et je vais juste rester dans la roue de Pogačar, ça manque de classe, ça manque de feeling, et surtout à la fin, ça manque de résultats. Voilà, il n'y a que lui qui peut se bouffer les doigts à l'arrivée de la plagne, lorsqu'il fait 2 derrière Arensman. Voilà, maintenant, la saison de Vingegaard n'est pas terminée, il sera au départ du Tour d'Espagne, il n'y aura pas Pogačar. Je pense que quelque part, Vingegaard sera libéré de l'absence de Pogačar. Ça va aller, il y a de quoi rattraper la saison encore, et je pense que très naturellement, ce sera le favori largement du prochain Tour d'Espagne. Ok, j'ai énormément parlé de Pogačar et Vingegaard, c'est normal, c'était les deux monstres au départ du Tour de France, mais il faut qu'on parle des autres membres du top 10. Et on va parler de Florian Lipowitz, pour qui j'avais pronostiqué un top 5, voire un podium au départ de ce Tour de France. Je l'attendais à haut niveau sur ce tour après son beau Dauphiné. Et au global, je trouve qu'il a fait beaucoup mieux que ça. Il est très largement 3e de ce Tour de France, malgré le rapproché d'Oscar Hindley après l'étape de la Lose. Il aura été, pendant ces 3 semaines, impeccable et surtout très complet et très régulier. Première semaine punchy, il est resté au contact, il fait un excellent chrono. À Caen, dans les étapes de haute montagne, il est à chaque fois la 3e force du plateau, peut-être pas au Ventoux où il est un petit peu derrière Primož Roglič, peut-être pas à la Lose où il fait un petit peu trop d'efforts et il laisse Oscar Hindley partir à l'avant, mais dans l'ensemble, Florian Lipowitz sur ce Tour de France a franchi énormément de paliers, et lorsqu'on regarde sa saison au global, 2e à Paris-Nice, 4e au Pays Basque, 3e au Dauphiné et maintenant 3e au Tour de France, c'est quelqu'un qui est désormais extrêmement régulier au plus haut niveau. C'est quelque chose qui lui manquait la saison précédente. Et cette année, enfin, il explose. Il est capable, du mois de mars jusqu'à fin juillet, d'être au top niveau et dans la roue. Pas exactement, mais un petit cran en retrait par rapport à Pogačar et Vingegaard. C'est extrêmement bon, ce qu'a fait Lipowitz jusqu'à présent. Désormais, le prochain step pour lui, ça va être de commencer un petit peu à gagner en World Tour. Et pas seulement des étapes, il va falloir commencer à aller chercher des classements généraux sur des courses World Tour d'une semaine. Mais il a progressé depuis l'année dernière. Le plafond n'est clairement pas atteint. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans les années à venir. Et je pense que d'ici 2-3 ans, s'il ne rencontre pas trop vite son plafond de verre, je pense qu'on pourrait le voir s'approcher du niveau d'un Pogačar ou d'un Vingegaard. Ok, pour Oscar Hindley, je lui avais pronostiqué top 10 au départ de ce Tour de France. Eh bien écoutez, au terme des 3 semaines, il n'y a absolument rien à jeter de la performance du Gallois. Il a profité des retraits d'Almeida et Evenepoel, certes, mais il a fait de très grandes choses sur ce Tour de France et surtout en toute fin de tour, notamment dans les Alpes où je l'ai trouvé très impressionnant.
et particulièrement sur la montée du col de la Lose. On est quand même à ce moment-là en toute fin de Tour de France, le garçon n'a que 22 ans, c'est une étape à 5500 mètres de dénivelé, et dans les derniers kilomètres, lorsque Vingegaard puis Pogacar accélèrent, le seul qui tient leur roue c'est Oscar Handley. Et ça c'est une performance incroyable, exceptionnelle, et surtout, il réalise ça après une très grosse saison. Il est déjà à près de 60 jours de course au terme de ce Tour de France. C'est assez exceptionnel. Et si dans sa progression, je trouve qu'il est un cran en dessous d'un Florian Lipovic pour le moment, il manque un petit peu de régularité, il faut voir son début de saison, eh bien, il n'y a rien à redire sur sa carburation au mois de juin et au mois de juillet. Tour de Suisse, Tour de France, il évolue à un niveau exceptionnel, et même s'il aura fait un Tour de France discret, toujours en étant suiveur et jamais proactif, il faut noter que les performances qu'il aura réalisées pendant 3 semaines sont exceptionnelles et promettent d'un très grand avenir de la part du Gallois. Alors, je pense que sa saison maintenant est terminée, on est presque à 60 jours de course sur cette simple année 2025 à 22 ans. Attention de ne pas cramer le moteur du Gallois chez Picnic, mais quoi qu'il en soit, Oscar Handley a pris rendez-vous avec l'avenir et dans les traces aussi de Florian Lipovic. Ok, pour Félix Gall, 5e de ce Tour de France, j'avais pronostiqué top 10 au départ de ce tour. Et en 3e semaine, il nous aura fait une remontada exceptionnelle, attendue notamment parce que les Alpes lui conviennent extrêmement bien, c'est un grimpeur exceptionnel, Félix Gall. Sa première semaine aura été très logiquement galère. Dans les Pyrénées, personnellement, je l'ai trouvé plutôt décevant. À Hautacam, c'était pas très brillant, même s'il termine pas très loin de Remco Evenepoel et d'un Kevin Vauquelin. Et quelque part, ces Pyrénées l'auront un petit peu débloqué, parce que derrière, sur l'étape de Super Bagnères, la 14e étape, il est le premier attaquant des favoris derrière Timon Arensman. Puis après, il est extrêmement agressif dans les Alpes. Sur l'étape de la Lose, notamment, où il prend les devants avec Bruno Armirail. Et aussi sur l'étape de la Plaine, où il est quelque part le seul des favoris à avoir bossé avec Tadej Pogacar pour aller chercher Timon Arensman. Aussi pour éliminer Primož Roglič, mais c'est à noter, c'est quelqu'un qui ne se cache pas et qui n'hésite pas à accélérer comme on l'aura vu à Super Bagnères. Donc c'est un leader qui s'assume totalement dans une équipe qui est très forte. Decathlon est une belle équipe qui aura très bien entouré son leader autour de ces 3 semaines. C'est une 5e place plus que méritée pour quelqu'un qui n'hésite pas à aller de l'avant. Et surtout, ce que j'ai pu noter sur cette édition 2025 de la part de Félix Gall, c'est que c'est quelqu'un qui a fait d'énormes progrès en descente. Encore en début d'année, sur Paris-Nice, on avait vu qu'il souffrait encore dans ce secteur-là. Et pourtant, il m'a impressionné cette année dans la descente de la Madeleine pour aller chercher le col de la Lose. Jorgenson, Vingegaard et Pogacar ont fait une grosse descente. Et là où j'aurais pensé que Félix Gall aurait perdu du temps, eh bien pas du tout. Il a fait d'énormes progrès en descente. Et ça, c'est très important pour la suite de sa carrière, parce qu'il n'y a rien de pire pour un aussi bon grimpeur que d'être aussi, entre guillemets, mauvais descendeur. Donc ce sont des progrès à noter qui vont lui permettre de continuer à se développer, à se construire pour l'avenir. Mais dans l'ensemble, le Tour de France de Félix Gall est très bon. Il fallait garder la tête après sa première mauvaise semaine. Il a encore d'énormes carences sur le chrono. Il avait pris 3 minutes à Caen. Mais derrière, excellent tour de Félix Gall. Ok, le 6e de ce Tour de France, c'est Tobias Johannesson. Là encore, j'avais pronostiqué un top 10 de la part du Norvégien. Et sur ce Tour de France 2025, il aura confirmé tout son potentiel et surtout, il aura confirmé son excellent Dauphiné du mois de juin. Il aura fait un Tour de France extrêmement agressif. 4e à Hautacam. Le lendemain, son chrono à Peyragudes était moins bon. Mais directement après, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Sur l'étape de Super Bagnères, il s'est tout de suite projeté à l'avant pour essayer d'aller chercher un bon résultat et pour aller gratter du temps sur ses adversaires. Il est sorti après le Ventoux sur lequel il avait souffert avec une place dans les 10. Et puis derrière, dans les Alpes, il s'est accroché comme un dalleux dans un duel à distance avec Kevin Vauquelin pour aller gratter cette place dans les 6. Excellent Tour de France de Tobias Johannesson. Alors, sur les prochains paliers à les débloquer pour le Norvégien, il faut qu'il gagne encore un petit peu en régularité sur 3 semaines. Il a encore quelques carences. Il doit gagner notamment encore un petit peu en force et en aéro pour les chronos. Là encore, c'est un excellent grimpeur, mais sur le chrono de Caen, il avait pris 3 minutes dans la vue par rapport à Remco Evenepoel. C'est 1 minute de trop, je trouve. Mais pour le reste, c'est un excellent grimpeur, c'est un bon puncher. Il n'a que 25 ans. Et je trouve qu'Uno-X aurait intérêt à construire autour de lui pour l'avenir. J'espère qu'il ne va pas quitter cette structure qui est en plein développement. C'est un élément majeur désormais d'Uno-X. Et le bonhomme et l'équipe doivent continuer à travailler ensemble pour
se développer et aller chercher les paliers supplémentaires pour que Johannessen continue gentiment de grimper dans la hiérarchie du cyclisme. Bien, le 7e du général, c'est Kevin Vauquelin, et nous avons là pour moi la première surprise de ce top 10. Kevin Vauquelin, au départ du Tour de France, je ne le voyais absolument pas jouer le général, je le voyais jouer les étapes. Il a fait une première semaine du Tour XXL, pendant quelques étapes, il aura été 3e du classement général. Je m'attendais à un dévissage complet dans les Pyrénées. Dans la première étape pyrénéenne et dans la première ascension pyrénéenne, le col du Soulor, il aura dévissé à l'image d'un Remco Evenepoel. Mais derrière, il s'est accroché comme un malade et il fait une fin d'étape et une ascension de Takam qui est remarquable. Sur ce Tour de France, il aura débloqué pas mal de paliers mentaux étape après étape. Mais en revanche, il faut qu'on se le dise, sa dernière semaine aura été extrêmement compliquée. Il a profité du statu quo de Pogačar et de Vingegaard après l'ascension de la Madeleine pour recoller aux roues, sinon il aurait pris un quart d'heure sur l'étape de la Lose. Et il aura aussi profité, il faut le dire, du désintérêt total de Roglič dans la plagne pour rester 7e du général et ne pas descendre d'un palier à la 8e place. Ça ne doit rien enlever, encore une fois, aux barrières mentales qu'il aura pété pendant ces 3 semaines. Par contre, je ne suis pas convaincu au terme de ce Tour de France que ce soit sur les grands tours qu'il faille se préparer à l'avenir. Alors déjà, quid de son avenir? Est-ce que ça sera encore chez Arkea l'an prochain? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Charge à Emmanuel Hubert de trouver un repreneur pour son équipe. Mais si on prend les qualités intrinsèques de Kevin Vauquelin, pour moi, c'est plus un puncher-rouleur, ou un rouleur-puncher, vous le prenez dans l'ordre que vous voulez, mais absolument pas un grimpeur. Les Alpes auront été là pour le prouver. Il souffre dans des ascensions très longues et à répétition. Je pense que ce serait une erreur de construire son avenir sur les grands tours. Je pense qu'il faut continuer à travailler sur les classiques et sur les courses par étapes d'une semaine. Peut-être mettre les grands tours encore de côté pour les années à venir, mais si l'an prochain il fait l'erreur de tout mettre sur le Tour de France, ça veut dire qu'il met entre parenthèses tout son début de saison. La préparation d'un grand tour et notamment d'un Tour de France, c'est 6 mois en amont. Ce serait dommage de le voir en dedans sur les Ardennaises ou sur des courses par étapes d'une semaine comme un Paris-Nice ou un Dauphiné, pour qu'il se fasse quicher sur le Tour de France, qui est quand même une grande probabilité à l'avenir, parce que même s'il a encore une belle marge de progression, encore une fois, je trouve que c'est pas son domaine. Donc, va falloir se regarder dans le miroir, ne pas trop s'inventer d'histoire, même s'il a fait un bon Tour de France, je ne veux pas le lui enlever. Mais attention, son avenir professionnel n'est peut-être pas sur les grands tours. On verra ce que donne la suite, bien sûr. Ok, concernant Primož Roglič, je lui avais pronostiqué podium ou top 5 sur ce Tour de France. J'avoue que je craignais très logiquement ne pas le voir boucler la première semaine très piégeuse du Tour de France. Je crois qu'il n'est pas tombé une seule fois au final sur ce tour. Et il aura fini le tour et il l'aura bien terminé. La mise en route a été difficile. La première semaine aura été moyenne de la part de Primož Roglič. Il est resté dans le top 10 malgré ça. Dans les Pyrénées, la machine s'est gentiment mise en route dans l'ascension de Takam. Il fait un excellent chrono à Peyragudes, 3e derrière Pogačar et Vingegaard. Et il était quand même très solide, 5e du Tour de France après le Ventoux. Ventoux où il avait été 3e force du plateau des favoris après Pogačar et Vingegaard. Alors, à partir du moment où il était 5e du général, que c'était difficile de voir peut-être le podium se profiler et que derrière ça n'a absolument aucun intérêt pour lui, il aura essayé de jouer le podium en projection dans les Alpes ou les étapes. Ça n'a pas été possible parce que Visma aura couru sans l'avoir voulu contre Primož Roglič sur l'étape de la Lose. Ça n'aura pas été possible parce que sur l'étape de la Plagne, a priori Pogačar voulait l'étape et aura fait rouler ses hommes derrière Roglič. Et à partir de là, lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait pas jouer les étapes dans les Alpes, il s'est totalement relevé sur la montée de la Plagne pour dévisser de la 5e place du Tour à la 8e place du Tour. Ça montre quelque chose, c'est Roglič, c'est que chez lui, il a ses objectifs en tête. Soit je vais chercher le podium, soit je vais chercher une étape. Si c'est pas possible, que je fasse 5, 6, 7, 8, 9, 10 du Tour, je n'en ai absolument rien à faire. Et cette attitude-là, sur laquelle peut-être Vingegaard devrait travailler, ça m'amène juste un seul mot à l'endroit de Primož Roglič, respect. Respect parce qu'à bientôt 36 ans, ce garçon a une des plus grandes carrières de l'histoire du cyclisme. Je n'ai pas peur d'employer ces mots. Il a quand même 4 Tours d'Espagne, 1 Tour d'Italie dans la besace, des courses par étapes d'une semaine World Tour, en veux-tu, en voilà.
Il s'est présenté au départ du Tour alors qu'il était resté sur un abandon au Tour d'Italie. Il est coutumier du fait et moi, je n'arrive toujours pas à concevoir comment fait ce garçon à un âge aussi avancé pour être à la rue 6 semaines avant le départ d'un grand tour. Si vous prenez cette année, il abandonne 6 semaines avant le départ du Tour, le Tour d'Italie parce qu'il est cassé de partout. C'était la même chose l'an dernier sur le Tour de France. D'ailleurs, ça aura été très régulièrement le cas sur les derniers Tours de France où il se pète la gueule, se fracture, tout ça et tout. Et 6 semaines après, il est au départ ou d'un Tour d'Espagne ou cette année d'un Tour de France. Et il brille. Je ne sais pas comment fait Primož Roglič pour récupérer aussi vite, avoir un volume de travail suffisant pour jouer les premiers rôles sur le tour qui suit. Quoi. Ça me fume et quelque part j'ai envie de vous dire quid de la suite de la saison et de la carrière de Primož Roglič. Eh bien je n'en sais absolument rien. Il peut s'arrêter ce soir. Il n'y a pas de regret à avoir sur la carrière qu'il a eue. Il peut s'arrêter dans 2-3 ans en allant chercher un 5e Tour d'Espagne ou un 2e Tour d'Italie. Ce mec est lunaire en fait. Et je n'ai que énormément de respect pour l'ensemble de sa carrière et pour ce qu'il aura fait sur ces 3 semaines parce que briller sur le Tour de France avec le niveau qu'il y a sur le Tour de France en sachant qu'il y a pas si longtemps il ne pouvait même pas pédaler. Quand il a abandonné le Tour d'Italie, il était au bout du bout. Oh, il est hallucinant, moi il me bluffe. Il me bluffe et c'est un de mes coureurs préférés parce qu'il a vraiment une résilience et un sens du travail qui est hors du commun. Donc, chapeau l'artiste. J'espère qu'on le verra encore sur les routes du Tour. Big respect à l'endroit de Primož Roglič. Ok, dans le cas de Ben Illy, 9e de ce Tour de France, à l'image de Kim Vauquelin, pour moi, c'était totalement inattendu. Il aura fait un Tour de France, mais énorme de la part de l'Irlandais. Une victoire d'étape, un chef-d'œuvre en direction de venir Normandie. Après, il ne s'arrête pas là, il va chercher jaune en projection sur l'étape du Mont d'Or. Personnellement, la montagne, je pensais que ça aurait été de trop pour lui. C'est ce qui s'est produit au Takam. Il a pris un quart d'heure dans la vue. Sauf que par la suite, 48 heures après, il nous fait une excellente ascension de super bannière où il s'accroche extrêmement bien aux favoris. Là, je me dis, mais attends, mais Ben Illy, c'est devenu un grimpeur en fait. Derrière, il fait un Ventoux de folie dans son duel avec Valentin Paré-Pinthe. Par la suite, il s'accroche dans les Alpes et boum, le voilà dans les 10 du Tour de France, en ayant été allé chercher une étape, en ayant porté le maillot jaune pendant quelques jours. Ben écoutez, Ben Illy, au terme de ce Tour de France, j'ai envie de dire, il a que très peu de défauts dans sa panoplie. Il roule, il passe les bosses. Dans les grandes ascensions, on l'aura vu dans les Alpes et sur l'étape de Super Bannière, c'est très loin d'être dégueu. Je suis désolé, mais Ben Illy, au terme de ce Tour de France, c'est en train de devenir un monstre absolu du cyclisme. Récupération hors du commun, parce qu'il n'a pas ménagé ses efforts dans les 10 premières étapes du Tour de France. Et au final, dans les Alpes, il résiste très bien. Je ne sais pas si ça va l'amener à se reconstruire pour l'avenir, à se dire peut-être que je vais commencer à jouer les classements généraux. Il est inouï en projection. S'il commence à jouer les classements généraux et à progresser dans ces domaines-là, Ben Illy, ça va être une menace dans 2-3 ans, hein, ça c'est clair. Mais voilà, dans l'ensemble, exceptionnel coureur irlandais et prix de la super combativité, totalement mérité. Voilà. Ok, j'en termine dans le débrief de ce top 10 avec Jordan Gégat, notre deuxième français au classement général. Il aura fait un Tour de France à la Kevin Vauquelin. Entendez par là, il aura pris les étapes jour après jour, une par une. Mais à l'inverse de Kevin Vauquelin qui a pris le choix de s'accrocher un maximum à la roue des favoris, voilà quelqu'un qui a eu un petit peu plus de liberté au classement général. Et donc, il a décidé de dessiner son classement général du Tour en projection. Il est parti à l'avant dans l'étape de Super Bannière, sur l'étape de Carcassonne. Au matin de la 20e étape à Pontarlier, il était 11e du général. Et sur cette étape de Pontarlier, c'est là que je souhaite retenir la majeure partie du Tour de France de Jordan Gégat. Il s'est projeté à l'avant pour aller gratter ce top 10. Il aura lutté contre vents et marées, notamment dans l'échappée où les mecs se sont très mal comportés à son endroit, notamment Simone Velasco. Il n'a pas lâché. Et là, la force mentale qu'il faut avoir, c'est exceptionnel. Et ce qu'il y a de top, c'est que l'histoire lui aura donné raison, parce qu'à la fin de l'étape de Pontarlier, le 10e du Tour de France, ce n'est pas Ben O'Connor, mais c'est bien lui. Et ça, c'est quelque chose de très important pour qu'il puisse construire son avenir. Il en a dans la jambe, physiquement il est très impressionnant, mais surtout ce qu'il y a de plus important, c'est qu'il en a dans la tête. Et que même si les gens lui disent que ce n'est pas possible, qu'il doit retourner à l'arrière, eh bien il insiste, et a raison. Et moi j'ai très hâte de voir ce que ça va donner Jordan Gégat dans 2-3 ans,
Parce qu'avec une telle structure mentale, il ne peut que aller de l'avant, il ne peut que continuer à progresser. Donc, c'est bien. Surtout si on voit d'où il vient. Il y a 2 ans, il était dans une équipe Conti. Aujourd'hui, il est chez Total. Il fait 10e du Tour. Bah, dans 2 ans, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Bravo à Jordan Gégat. Bravo à Kevin Vauquelin sur ce Tour de France. Ok, ça c'était pour le top 10. Ceux que j'attendais dans les 10 et qui n'y sont pas au terme de ce Tour de France, ce sont Matteo Jorgensen et Santiago Buitrago. Alors Matteo Jorgensen, il aura fait une très grosse première semaine. Ça aura été le favori au départ de ce tour, le plus agressif à l'endroit de Pogačar. Malheureusement pour le coureur américain, ça aura totalement dévissé dans les Pyrénées. Très mal comporté à Hautacam, à partir de là, il s'est rabattu sur les étapes et malheureusement sans succès. Il faut dire que UAE ne lui aura pas lâché la grappe en 2e et 3e semaine. Mais quoi qu'il en soit, au terme de ce Tour de France, je trouve que Matteo Jorgensen a quand même fait un Tour de France moyen comparativement à l'an dernier et comparativement à ce à quoi on aurait pu s'attendre de lui par rapport à ce qu'il avait fait l'an dernier et en ce début de saison. Il n'était pas déjà dans l'allure au Dauphiné haute montagne, il n'était pas dedans sur ce Tour de France haute montagne. La question légitime qu'on peut se poser après 2 ans chez Visma, c'est est-ce que ce garçon est véritablement fait pour les grands tours? A priori, c'est pas un grimpeur. Il n'a pas les qualités pour aller chercher un top 5. Et ce qu'il y a de pire pour lui au terme de ce Tour de France, c'est que il aura été sacrifié sur l'autel Visma pour rien. Il a fait énormément de travail pour que Vingegaard puisse hypothétiquement distancer Tadej Pogačar en 3e semaine. Et tout ce qu'on peut constater au terme de ce Tour de France, c'est que il aura été très mal exploité sur l'ensemble du Tour et qu'il y avait peut-être mieux à faire pour Jorgensen sur ces 3 semaines. Donc c'est un Tour de France qui est correct, qui reste décevant, loin des standards qu'on avait imaginés pour lui au départ. Peut-être qu'il va falloir se remobiliser sur d'autres objectifs à l'avenir. Ouais, c'est dommage. J'ai l'impression que Jorgensen aura été très mal exploité par Visma et qu'il n'aura pas non plus, lui, pris les bonnes décisions à certains moments. Ok. Bon, pour Santiago Buitrago, lui, son Tour de France, il est pas bon, mais alors il n'en est absolument pas responsable. Il était bien parti dans ce tour, il était encore dans les 15 au départ de l'étape de Mur de Bretagne, et il a fallu que sur cette étape de Mur de Bretagne, il chute, il se fasse mal, et à partir de là, c'était mort, c'était absolument mort pour le général. Il a essayé de se reconcentrer sur les étapes, mais sans succès. La chair était trop profondément touchée au départ de la 2e semaine. Oui, ça n'a pas été un bon Tour de France pour Buitrago, mais c'était pas possible autrement. Avec cette chute, on aura vu Eddie Dunbar out, Almeida out 48 heures après, Louis Barret saura contrarier également son Tour de France. Pas de chance. Pas de chance. Et c'est quelque part dommage d'avoir axé toute sa saison là-dessus, mais ça, il ne pouvait pas le savoir, pour finalement tomber et ne rien pouvoir faire, ou en tout cas ne pas pouvoir exprimer son plein potentiel en 2e et 3e semaine. Extrêmement dommage pour le Colombien, surtout que maintenant, après de 51 jours de course, quid de la suite? Je pense qu'avec autant de jours de course, une Vuelta, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'il va falloir laisser un petit peu plus de temps aux Colombiens pour récupérer. Il y a quand même un arc de classique intéressant à aller chercher en fin de saison. Pourquoi ne pas le voir? Peut-être dès ce week-end, mais je pense pas à San Sebastian. Ce serait peut-être pas une bonne idée. Mais après, il peut aller au GP de Plouay, faire les classiques canadiennes, préparer les championnats du monde qui lui conviendront bien. Et puis après, derrière, pourquoi pas quelques classiques italiennes et un Tour de Lombardie, voilà. Pourquoi ne pas essayer de se projeter sur une fin de saison à la Tadej Pogačar? Ce serait pas mal pour Buitrago qui aurait mérité davantage sur ce Tour de France. Mauvaise chute, n'aidant pas. Factuellement, son Tour de France n'est pas bon. Dommage pour Buitrago. Bon, à la fin, et contrairement à ceux que je vais citer, il n'aura quand même pas quitté les routes du Tour. On en vient aux coureurs qui n'ont pas su terminer le Tour de France et que j'avais en grande estime au départ du Tour. Matthias Kjellmose, victime d'une très mauvaise chute en début de 14e étape avant l'ascension du Tourmalet. Son Tour de France, il faut le dire, n'aura pas été très terrible jusqu'au départ de cette 14e étape. Et ce qu'on peut que malheureusement constater pour Matthias Kjellmose, c'est que ça n'a pas l'air d'être un très grand grimpeur ni d'être un beau coureur de grand tour avec ce qu'il aura montré sur 13 jours de course. Kjellmose, il brille fortement sur les classiques, vainqueur de l'Amstel Gold Race. Il brille extrêmement bien sur les courses par étapes d'une semaine. Mais passer une semaine à 10 jours de course, j'ai l'impression que ça devient difficile pour le Danois. Dommage qu'on ne l'ait pas vu terminer ce Tour de France.
On aurait pu en savoir un petit peu mieux sur la condition de Skelmose en 3e semaine de Grand Tour. On reste sur un abandon au premier tiers de la 14e étape. Quid de l'avenir? Quid de l'avenir? Je pense qu'à l'image d'un Kevin Vauquelin, son avenir est peut-être plus dans les classiques et sur les courses par étapes d'une semaine. Ok, dans le cas de Carlos Rodriguez, son Tour de France n'a pas bien débuté. Il a commencé à monter en pression dans les Pyrénées. Il aura été à l'attaque sur l'étape d'Otakam, sur l'étape de Super-Bagnères et sur l'étape de Carcassonne. Donc 3 jours sur 4 à l'avant en fin de 2e semaine. Ça n'aura pas été du top niveau sur ce Tour de France, il faut le noter. Mais ce qu'il faut noter également à l'endroit de Carlos Rodriguez, c'est son attitude offensive qui lui avait permis de se tenir dans les 10 à la fin de la 2e semaine. Ça, c'est quelque chose qui est très bien mentalement à l'endroit de Carlos Rodriguez. Et malheureusement pour lui, il n'aura pas vu les Alpes au terme de ce Tour de France parce qu'il aura été victime d'une très mauvaise chute sur l'étape de Valence, la veille de l'entrée dans les Alpes. Quoi qu'il en soit, Carlos Rodriguez, j'ai quand même l'impression que c'est un coureur qui stagne depuis son très beau Tour de France 2023. Il a fait une bonne saison en 2024, ça je ne peux pas le lui enlever, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas de step-up depuis le Tour de France 2023. Et je crains quelque part que le coureur espagnol ait atteint son plafond de verre chez Ineos. Quid de la suite? Encore une fois, je trouve qu'il tourne en rond chez Ineos Grenadiers. En plus, il est en contrat jusqu'en 2027. Moi, je pense que l'avenir de Carlos Rodriguez doit s'écrire, puisqu'il doit rester chez nous jusqu'en 2027, ailleurs que sur les routes du Tour. Ça fait 3 ans maintenant qu'il est en full focus sur le Tour de France. Encore une fois, pour moi, il ne progresse plus. Il faut changer les objectifs. Peut-être qu'il faudrait commencer à l'aligner sur quelques classiques pour qu'il développe un petit peu plus son arc. Et si on veut qu'il continue à se concentrer sur les étapes de 3 semaines, ça pourrait être très intéressant de le voir doubler Tour d'Italie, Tour d'Espagne. C'est quand même plus un grimpeur qu'un excellent rouleur. Et je pense qu'il trouvera toujours des parcours plus à sa convenance en Italie et en Espagne qu'en France. Voilà, c'est mon avis dans le cas de Carlos Rodriguez. Tout n'est pas à jeter sur son Tour de France. J'aime bien lorsque Carlos Rodriguez se projette à l'avant, mais force est de constater non plus qu'il n'a pas explosé depuis son excellent Tour de France 2023. Donc, là encore, il y aura des pistes de réflexion pour son avenir, à voir quelle décision il prend avec Ineos dans la saison 2026 et 2027. À venir. Ok, dans le cas d'Enric Mas, il aura été excellent sur le premier week-end de course, dans l'allure sur la bordure, dans l'allure sur la 2e étape également. Par contre, derrière, ça aura été la dégringolade. Le général, il a très vite dévissé au terme de la première semaine, et à partir de là, ça aura été concentration sur les étapes. Il a loupé le coche au Ventoux. Personnellement, j'arrive toujours pas à croire, même si j'en ai pas parlé, comment il n'a pu ne pas s'imposer au Ventoux en étant parti au départ de l'ascension avec 1 minute 40 d'avance sur un Valentin Paré-Peintre ou un Ben Illy. Personnellement, je trouve que c'est pas normal. Quand on connaît le passif d'Enric Mas et ses qualités de grimpeur, il y a quelque chose qui clochait sur Tour de France à l'endroit de l'Espagnol. Et en fin de compte, sur la première étape des Alpes, abandon, et on en connaît la raison désormais. Il est touché par une phlébite, en gros, il a un caillot de sang dans une veine de la jambe. Et désormais, on va encore se poser la question, quid de la suite pour Enric Mas? Eh bien écoutez, comme depuis 4 ans, 5 ans maintenant, 6 ans même, on devrait voir Enric Mas sur les routes du Tour d'Espagne pour certainement faire 4e sans victoire d'étape, parce que malheureusement, c'est un petit peu la boucle dans laquelle est enfermé Enric Mas depuis quelques années. Et j'ai envie de vous dire qu'Enric Mas, c'est un petit peu le disque rayé de Movistar depuis 6 ans. Ouais, c'est ça. Oui, depuis son arrivée chez Movistar en 2020. C'est toujours la même chose avec lui. Tour de France, très moyen, sauf en 2020. Et après, on rattrape les meubles au Tour d'Espagne pour faire 2, 3, 4, 5, sans être capable de s'imposer sur une quelconque victoire d'étape. Et puis après, rebelote l'année suivante. Tour de France moyen, Tour d'Espagne, je vais faire 2 sans victoire d'étape. Tour de France moyen, Tour d'Espagne, je vais faire 2 sans victoire d'étape. Voilà, Enric Mas, c'est un disque rayé. J'en veux beaucoup à lui et à son encadrement chez Movistar pour ne pas aller voir autre chose. Parce que c'est pas possible d'avoir un aussi bon moteur que celui d'Enric Mas et d'avoir des saisons aussi creuses. C'est quelqu'un qui gagne pas beaucoup, mais il faut dire que son programme n'aide pas beaucoup. Également, envoyez-le sur des classiques, ça avait brillé sur le Tour de Lombardie il y a quelques années. Envoyez-le faire un doublé Tour d'Italie, Tour d'Espagne. Là encore, à l'image de Carlos Rodriguez, je trouve qu'un Tour d'Italie lui conviendrait bien mieux qu'un Tour de France. Mais Enric Mas, voilà, je pense qu'il gaspille totalement sa carrière chez Movistar. C'est mon avis. Allez, on est à 3 quarts d'heure de vidéo.
Il me reste deux bonhommes dont j'aimerais parler au terme de ce Tour de France, Joao Almeida et Remco Evenepoel, pardon. Joao Almeida, au départ de ce Tour de France, je l'avais pronostiqué 3e derrière Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. On était énormément à attendre beaucoup du Portugais. Et malheureusement pour lui, il n'aura pas su esquiver les pièges de la première semaine. Il fait partie de la très mauvaise chute en direction de Mur de Bretagne. 48 heures après, Tour de France abandonné. Et le Tour de France, il faut le reconnaître, aurait été totalement différent avec sa présence et dans les Pyrénées et dans les Alpes. Almeida aura clairement manqué à Pogacar sur l'étape de Super Bagnères, parce que Thymen Arensman aura été irrécupérable, et il aura surtout manqué dans les Alpes à Pogacar, et surtout, j'ai envie de vous dire, pour le spectacle des Alpes du Tour de France. On a senti qu'il manquait un élément à Pogacar pour faire la différence sur ses adversaires à la Lose, où il n'a pas été capable d'aller chercher Ben O'Connor, et à la Plagne, où il n'aura pas été capable d'aller chercher Thymen Arensman. Oui, peut-être que le Tour de France aurait pris, c'est clair, une autre tournure si Almeida aurait pu faire Pyrénées et Alpes. Et je pense qu'il aurait été une jambe au-dessus de Lipovic, et que ça aurait été lui, le 3e de ce Tour de France. Bon, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, donc je passe sur le cas d'Almeida. Quid de la suite? Un Tour d'Espagne en l'absence de Pogacar, en compagnie de Juan Ayuso. On aura tout le temps de s'en reparler d'ici là, mais je pense que ce sera l'adversaire principal de Jonas Vingegaard sur les 3 semaines du Tour d'Espagne. Allez, un dernier mot sur Remco Evenepoel. Il aura passé sa saison à courir après la forme. Des Ardennaises bonnes, excellente Flèche Brabançonne, excellente Amstel Gold Race. Flèche Wallonne, en déclinaison, Liège-Bastogne-Liège catastrophique, Romandie en dedans. Après, on a travaillé très fort pour se préparer pour le Tour de France. Bon Dauphiné. Et on a senti qu'il n'était pas dans l'allure vis-à-vis de Vingegaard et Pogacar. Et puis après, le Tour de France, il faut le dire, catastrophique. Je pensais que ce serait bien passé malgré ce retard de préparation en ce début d'année. Mais dans les Pyrénées, ça sera viré totalement à la catastrophe. Énormément souffert dans le Soulor, il s'est accroché dans Otakam, ça c'est quelque chose à retenir de positif pour Evenepoel au terme de ce Tour de France. Mais derrière, chrono de Péragude, on l'a senti complètement vidé dans le Tourmalet. Il n'y avait plus de Remco Evenepoel sur le Tour de France. Le physique était sur la corde raide, il aura énormément travaillé pour ce Tour de France. Mais ce qu'il y a de pire chez lui, c'est qu'il était totalement vidé dans la tête à l'entrée dans les Pyrénées. Et je trouve qu'il y a 2 très gros problèmes à ça. Ce sont les blessures à répétition de Remco Evenepoel, bien sûr. Que si tu n'es pas capable de travailler l'hiver, eh bien malgré tous les efforts que tu peux déployer derrière, tu ne peux pas être en forme au mois de juillet. En tout cas, tu ne peux pas tenir 3 semaines de course. Et autre chose qui, je pense, joue dans la tête de Remco Evenepoel et qui ne touche pas au physique, c'est la comparaison permanente qu'il a avec Tadej Pogacar et dans une moindre mesure, Jonas Vingegaard. Il n'est pas au niveau, on ne cesse de lui rabâcher, et ça joue dans la tête du Belge. Petite piste de réflexion à l'endroit de Remco Evenepoel, on est en droit, je pense, de se poser la question, avec son tempérament, avec ses qualités, est-ce que les grands tours, c'est véritablement fait pour lui? Il a très envie de jouer les premiers rôles dans les grands tours, Tour d'Italie, Tour de France, Tour d'Espagne, mais quand je vois sa façon de courir, son attitude aussi, son caractère un petit peu enflammé, un grand tour où il faut être très froid et très calculateur, je suis pas sûr que ça soit le meilleur endroit pour qu'il puisse y développer sa carrière. C'est mon avis, je pense que ce serait à son avantage de changer d'air. Alors déjà, se pose la question de l'équipe, a priori il serait en partance pour Red Bull, ça peut lui faire du bien de quitter un giron belge, mais quand je parle de changer d'air, je pense que ça serait bien qu'il change de programme, qu'il arrête d'organiser sa saison sur un Tour d'Italie ou un Tour de France. Ou en tout cas, s'il doit se concentrer sur un gros tour, ce serait bien qu'il le fasse pour peut-être jouer les étapes, un maillot distinctif. Je pense qu'il y prendrait beaucoup plus de plaisir qu'à attendre patiemment dans les roues de ses adversaires pour au final faire 3 sur le Tour de France. Oui, je pense qu'il y a d'autres choses à faire sur une saison pour Remco Evenepoel, où il pourrait y exprimer son plein potentiel, sans souffrir notamment de la comparaison qu'il a avec Tadej Pogacar. J'aimerais bien le voir personnellement sur un Tour des Flandres. J'aimerais bien le voir sur des Strade Bianche ou un Milan-San Remo, ça serait pas mal. Et surtout, peut-être que si on souhaite le développer encore dans les grands tours, peut-être que ça pourrait être sympa de lui faire un doublé Tour d'Italie, Tour d'Espagne comme il y a 2 ans, plutôt que de le préparer à fond sur le Tour de France, où inévitablement il y croiserait la route d'un Vingegaard
et d'un Pogacar qui sont, il faut le reconnaître malheureusement pour Remco, un cran au-dessus de lui. Voilà. Allez, c'est tout pour ce très grand, très long débrief du Tour de France 2025. Je vais vous retrouver vendredi pour l'avant-course de la Classica San Sebastián, samedi pour le débrief de cette course espagnole. Et puis, enfin, je prévois également une autre vidéo concernant les classements annexes du Tour de France, maillot vert et maillot à pois. Je veux bien sûr qu'on se parle des barèmes et des conséquences qu'ont eu ces barèmes dans la lutte du maillot vert et du maillot à pois sur le Tour de France 2025. Voilà, vous connaissez la suite du programme. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.